cette seconde table ronde, on va essayer d'être le maximum complémentaire de la première, justement, parce qu'on va aborder directement les concurrences, les nouvelles concurrences qui viennent un peu frictionner, ou je dirais même être un peu en relation avec les SS2I, ESN, pardon. Excusez-moi cet écart de langage. Je dirais historique aujourd'hui. Donc voilà, pour ça, j'accueille différentes personnes, n'est-ce pas? Alors, on s'est vu que tout à l'heure, hein, c'est pour ça. Mon nom est ici. D'accord, très bien. Donc Vincent Paris de Soprasteria, vous êtes le PDG. Madame, alors voilà, c'est ça, Gégo Lavessière, vous travaillez pour Orange, vous êtes en charge des technologies et de l'innovation. Si je ne me trompe pas, vous êtes directrice générale adjointe. Monsieur Gilles Rigal, alors vous représentez ici la parole de l'actionnaire, ce qui est quelque chose d'assez intéressant pour nous. Vous travaillez chez Apax. Voilà, monsieur Vincent Wex, vous m'arrêtez si je me trompe. Voilà, vous êtes PDG de GFI Informatique. Et monsieur Jérôme Siméon, vous êtes directeur général de Capgemini en France. Voilà, parfait. Bon, très bien. Merci d'être là. On va tout de suite commencer par le début de cette je dirais, table ronde autour de la concurrence. Je vais m'asseoir. On a vu dans la précédente que cette concurrence était vraiment multiforme. La frontière est complètement floutée. Moi, ce qui m'intéresse véritablement, c'est de comprendre quelles sont les frontières de que vous attribuez à cette forme de concurrence. Voilà. Donc, si vous voulez bien, Marie-Noël, débuter cette table ronde. Alors ça, c'est vaste question. Je pense que la concurrence, d'abord, elle est très variée parce qu'elle est à la fois très globale et très locale. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'aller mettre en place des plateformes à l'échelle, donc de répondre à des questions qui sont génériques, de le faire vite, de le faire bien, de développer des modèles et des cubes. Et puis après, on va avoir une hyper-personnalisation parce qu'on a effectivement envie de quelqu'un qui s'occupe de lui, de son modèle, de sa demande, etc. Il faut qu'on arrive à allier les deux parce qu'en fait, il n'y a pas de vraie réponse. Les deux sont tout à fait aussi légitimes l'une que l'autre. Et donc, d'essayer de regarder comment effectivement on peut avoir des back-ends qui sont sans doute mutualisés et puis de redonner la main et de redonner des outils pour nos clients pour qu'ils puissent prendre la main, qu'ils puissent faire un certain nombre de choses. Et donc, du coup, on peut le faire des fois avec des concurrents, pas des concurrents, travailler ensemble, pas ensemble. Donc, on est souvent compétiteurs, c'est-à-dire qu'on fait des briques ensemble et puis pour le reste, eh bien, que le meilleur gagne sur l'expérience client, sur l'interface. Et donc, du coup, les mondes sont ouverts. On le disait sur la plateforme, la réflexion précédente, nos clients, ils ont de toute façon accès à tout, donc tout est ouvert. Et puis, il faut qu'on arrive à regarder où est-ce qu'on va travailler globalement, quitte à travailler avec d'autres, qui travaillent avec beaucoup, pour effectivement avoir un effet d'échelle, et où à un moment donné, on va tenter de se dire, voilà, là, je vais avoir un élément de différenciation pour mes clients. Et ça, il faut qu'on arrive à le proposer aussi à nos clients, parce que si on propose la même chose à tout le monde, ils n'ont pas cet élément de différenciation. Je comprends bien. Monsieur Paris, vous, ce qui vous sert, Vincent, est-ce que du coup, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Marie-Noël, ou vous avez placé la concurrence sur un niveau différent, en fait, en tant que pure player de l'ESN? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, si vous le permettez, juste une petite remarque personnelle sur la façon dont je ressens un peu le déroulé de la soirée. Donc là, on a eu les modernes, les jeunes, ceux qui vont tout disrupter. Et puis là, ici, en face de vous, vous voyez, vous avez les anciens, les dinosaures qui, eux, vont se faire bousculer et qui, sans doute, n'existeront plus demain. Alors, je vous rappelle juste ce qu'a dit Darwin, quand même, sur l'évolution des espèces. Les espèces qui survivent, ce ne sont pas les plus grandes ou les plus grosses ou les plus petites, les plus intelligentes, les plus jeunes ou les plus anciennes. C'est tout simplement les espèces qui savent se transformer. Et je crois qu'on a l'exemple ici de sociétés qui ont su se réinventer 2 fois, 3 fois depuis 50 ans, parce qu'on a tous à peu près, peut-être un peu plus pour certains, mais une certaine durée de vie. Et je crois que c'est important de l'avoir en tête. On a beaucoup d'atouts, on aura certainement l'occasion d'y revenir, notamment une forte capacité industrielle. Alors, la concurrence. Je crois que si on veut parler de concurrence et de future concurrence, il faut partir des clients. Nous sommes des sociétés de services numériques, mais de services. Et moi, ce qui me marque, c'est que je ne connais pas un seul client qui ne se pose pas des questions existentielles. Et donc, je crois que la première question qu'on va se poser en 2025, quels seront nos clients ? Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise, parce que la bonne, c'est que du coup, vu qu'il y a toutes ces incertitudes, ils vont nous commander beaucoup de conseils, beaucoup de prestations sont ouvertes à nous, ils ont besoin qu'on les aide.
Et en même temps, c'est un gros risque parce qu'on est focalisé sur quelques grands clients, tous, et donc on a quand même intérêt à ce que ce soit les bons et qui perdurent dans le temps. Alors, en termes de concurrence, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, il y a beaucoup de concurrents très différents, ne serait-ce que les acteurs de niche sur toutes les technologies très pointues qu'on a vues jusqu'à tout de suite, là, hein, le cloud, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les IoT, tout ce que vous voulez. C'est incroyable, tout ce qui peut se lancer et on ne sait jamais ce que ça peut donner dans les 5 ou 10 ans, c'est sûr. Il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé et qui, moi, à mon avis, va percer, c'est le crowdsourcing. C'est un mode de concurrence. Alors, le crowdsourcing, pour tout le monde, c'est une façon de sous-traiter pour les clients qui est de faire un appel, finalement, sur Internet, hein, de dire, voilà, j'ai besoin de faire ce programme. Et puis, chacun peut compétiter, que ce soit à l'autre bout du monde, que vous soyez salarié, que vous fassiez ça le soir, que vous soyez auto-entrepreneur. Peu importe, mais il y a beaucoup de nos activités qui vont passer là-dessus. On parle d'ubérisation, je crois que c'est là que le risque se trouve. Alors, comme toujours, à nous d'être assez créatifs pour monter en valeur ajoutée, accentuer l'exigence, parce que je crois que les clients vont de plus en plus être exigeants vis-à-vis de nous, mais cette concurrence-là, elle va s'amplifier. Et puis, le dernier commentaire, je crois, qu'on peut faire sur l'évolution de la concurrence, ça a été dit, les frontières bougent. Et je vais prendre juste l'exemple du conseil en stratégie. Pour nous, ESN, conseil en stratégie, c'était des partenaires, c'était des activités qui étaient connexes dans l'écosystème, enfin, pas forcément concurrents. Rien ne dit que dans 4, 5, 10 ans, cette donne-là ne va pas bouger non plus. Parce que, pour les rencontrer souvent, qu'est-ce que leur disent leurs clients? Ok, très bien, vous me conseillez ça sur ma stratégie, mais moi, c'est pas ça qu'il me faut. Moi, je veux que vous me le mettiez en place. Ça a été très bien expliqué dans la table ronde précédente. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? C'est d'accentuer leur savoir-faire sur la techno. Donc, non seulement partir du conseil en stratégie, mais d'aller jusqu'à l'ensemble du service. Donc, il y en a qui remontent le ruisseau, il y en a qui le descendent. Mais je crois que là aussi, on est dans un écosystème qui va bouger. C'est très difficile de mettre les gens dans des cases, mais tout ce domaine-là, je crois, va ne faire que s'amplifier. D'accord. Monsieur Rouex, s'il vous plaît, vous avez un avis sur la question et du coup, est-ce que vous considérez que votre modèle a été quelque peu challengé avec des nouveaux concurrents que vous aviez vus, perçus, pas perçus du tout? Justement, c'est bien le problème. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je pourrais rajouter que la vision qu'on a aujourd'hui, c'est que la transformation de notre métier va vers un métier d'ensemblier ou d'assembleur de solutions. Et c'est le choix qu'on a fait, puisqu'effectivement, si on parle que de technologie et de développeurs, on a de la concurrence protéiforme, on en a parlé, les freelances ou le crowdsourcing. De l'autre côté, les éditeurs. Et nous, notre pari, et ce à quoi on croit, c'est que notre positionnement de business partner pour nos clients, qui aujourd'hui sont en recherche de solutions, à la fois peut-être aussi pour se positionner sur le marché, on le disait, certains se transforment avec des solutions, mais ils ont besoin de compétences, et on travaille déjà pour des grands opérateurs qui proposent des solutions qui peuvent être vues comme concurrentes, mais qui sont aussi pour nous des clients finaux, mais surtout dans notre capacité à apporter ou à opérer des solutions qui soient à la fois pour des grands comptes, mais aussi pour un marché qui nous intéresse, nous, spécialement, qui est tout ce qui est upper mid-market aujourd'hui, qui est en pleine transformation, où là, on pense qu'il y a une vraie opportunité de positionnement pour des groupes comme le nôtre, hein, de façon à apporter des solutions métiers, basées sur des usages, que nous puissions opérer à la fois comme un partenaire, mais aussi comme un pouvoir de technologie. Donc cette évolution, si on reste sur la technologie, je crois qu'on va être challengé, mais il y a d'autres pays qui l'ont été depuis longtemps. Les freelances dans les pays du Nord, on en trouve, et dans d'autres pays européens et voire à l'étranger, on en trouve beaucoup. Mais cette capacité à faire évoluer notre proposition de valeur sur des usages métiers opérés de façon diverse et variée, c'est pour nous l'avenir, et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Oui, d'accord. Alors, il y a plusieurs fois durant vos propos, le mot écosystème a été prononcé. C'est quelque chose de très, très à valeur pour vous, monsieur Simeon, Jérôme Simeon, Capgemini. Est-ce que justement, vous pouvez nous expliquer en quoi la création d'un écosystème vient du coup contrebalancer véritablement cette nouvelle donne? Je rejoins pour le coup un certain nombre de commentaires qui ont été faits. D'abord celui de Vincent, parce que effectivement, je pense que l'enjeu dans ce métier, c'est avant tout de savoir s'adapter. Et Capgemini, mais comme certaines sociétés présentes autour de la table, notre caractéristique, c'est que quand on regarde, on a le même âge moyen aujourd'hui que celui qu'on avait en 1967 quand on est né, quand je suis né d'ailleurs aussi. Donc c'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'on a réussi finalement au cours des 50 dernières années à se transformer en permanence. En fait, on a un an, quoi.
Une fois qu'on a dit ça, ce qui a fondamentalement changé, je trouve, moi, ces dernières années, qui s'est vraiment accéléré, c'est justement le passage d'une logique de concurrence à une logique d'écosystème. Pour moi, si je regarde dans le rétroviseur, c'est vraiment l'accélération des 7-8 dernières années, c'est qu'on est finalement passé d'un, ça a été dit très bien d'ailleurs dans la table ronde précédente, dans d'une logique où chacun était les ronds dans les ronds, les carrés dans les carrés, à une logique où finalement on est beaucoup plus dans une logique d'écosystème, où on est finalement beaucoup plus souvent partenaire compétiteur qu'avant. 2 aussi, où on a quand même beaucoup de nouveaux entrants. On a beaucoup parlé des freelances, on a beaucoup parlé du cloud. Il y a un grand absent, je trouve, si on parle de concurrence, qui sont ce qu'on appelle les pure players, les Indiens, les IPP, qui sont quand même rentrés de façon massive sur le marché des ESN dans les dernières années. Il me semble d'ailleurs que Paul en avait parlé il y a quelques années ici. Aujourd'hui, à l'époque, c'était un peu une chimère. Aujourd'hui, c'est quand même une réalité. On revoit les Big Five qui reviennent après avoir abandonné ces marchés pour des raisons réglementaires dans les années 2000, mais on revoit aujourd'hui des Ernst & Young, des PwC qui reviennent sur ces marchés-là. Donc on a, alors, soit sur des niches, soit sur l'ensemble du marché en fonction des acteurs, mais on a vraiment une structure concurrentielle qui a fondamentalement changé. C'est-à-dire qu'en parallèle, finalement, les clients changent, puisque la question qui seront nos clients demain est une bonne question. Beaucoup de grands groupes qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Peut-être pas beaucoup, mais un certain nombre. Nos concurrents changent, et puis, ça a été évoqué aussi à la table ronde précédente, mais nos collaborateurs changent, et quand ils deviennent freelance, peuvent être ou partenaires, là aussi, ou concurrents. Donc c'est assez intéressant. La dynamique, en fait, de ce métier est en train d'évoluer. Je comprends bien. Du coup, on assistait depuis quelques années à la création de pure players qui n'étaient pas du tout des ESN à la base. Alors je vais citer quelques noms, je pense à Manpower par exemple, qui est un spécialiste vraiment du travail temporaire et qui a créé une ESN par voie de rachat également. Je pense également à un autre phénomène qui est assez changeant chez les ESN, c'est la prise de participation d'industriels véritablement dans les ESN. Je pense à notamment le groupe Auchan, qui a investi dans Isance, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, question pour vous, Monsieur Rial, en tant que je profite d'avoir la voix de l'actionnaire ici. Voilà. Est-ce que pour vous, ces changements capitalistiques, ces prises de participation sont quelque chose d'extrêmement clé dans la refonte du secteur des services numériques? Alors vous parlez bonsoir à tous. Vous parlez de prise de participation d'industriels ou d'industriels? Bon, d'abord, il n'y en a pas énormément. Enfin, il y en a. Ça commence quand même à se voir. Ça commence à arriver. Alors peut-être deux, trois mots pour l'assistance par rapport à cette magnifique assemblée. Contrairement à toutes ces personnes, je ne suis pas dirigeant moi, de société. Bon, le métier d'APAC, c'est aujourd'hui d'acheter ou d'investir dans des sociétés. Et donc j'ai la chance de connaître une grande partie des ESN européennes et avoir eu le plaisir d'investir dans quelques-unes. Alors aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe sur le marché, quand une société souhaite ouvrir son capital, ce qui est un premier sujet, je dirais que par rapport à il y a 10 ans, c'est très net. On voit des groupes industriels s'intéresser au sujet, mais elles vont le faire, la perception que j'en ai, sur des ESN qui vont être très bien identifiés dans certains métiers, qui peuvent être, et Marc, c'est pas pour ça, qui peuvent être l'open source, qui peuvent être la cybersécurité. Donc la démarche, le mouvement que vous citez se perçoit très fortement sur des sujets très pointus. Très pointu, et on ne voit pas encore arriver des gros industriels type Carrefour ou d'autres aller vers des sociétés, je dirais, plus classiques, si tant est qu'il y ait le terme classique. Voilà. Et si on revient au sujet de la concurrence, ce que je vois sur le marché en Europe, c'est un renouveau sur des ESN très pointus, très pointus, sur des domaines très particuliers, et qui ne sont pas des grosses sociétés, mais qui vont performer extrêmement bien. Il y a 10 ans, être petit dans le monde des ESN, c'était un handicap, parce qu'être un petit généraliste, on avait beaucoup de mal. Et donc tout le marché disait il faut mutualiser, il faut des grosses, ne serait-ce que parce qu'il y avait les acheteurs. Aujourd'hui, il y a une émergence depuis 5-6 ans d'acteurs très pointus, en IA, des data scientists, dans l'open source. Smile est l'exemple parfait de ça. Et ça, c'est pas qu'en France, c'est en Europe. Et toutes ces petites sociétés, entre guillemets, attirent l'intérêt de gens comme nous, les fonds d'investissement, mais vont également attirer l'attention d'industriels. Et là, effectivement, il y a un mouvement qui se passe. D'accord. On a parlé écosystème, on a parlé concurrence, je dirais, historique, qui elle aussi a dû évoluer, a dû s'ajuster. Mais on a assez peu parlé des GAFA, du coup, on les nomme bien. GAFAM, pardon.
prenant en compte Microsoft. Est-ce que c'est une réalité pour vous? Est-ce que justement dans cette notion, d'abord, est-ce que c'est une réalité? Et dans cette notion d'écosystème, est-ce que finalement, il ne s'agirait pas d'en faire un collaborateur, un partenaire étroit et également un concurrent direct, voilà, tout cela évoluant dans le temps? Marie-Noëlle, si vous voulez bien répondre. C'est ce que je disais, c'est qu'ils sont effectivement très concurrents sur un certain nombre de sujets et puis qu'on va être capable d'aller voir des clients de façon commune dans un autre nombre de sujets. Je pense qu'ils ont quand même apporté finalement cette capacité à être, et c'est ça qui est le paradoxe, être très très grand et très puissant, hein, sur l'hébergement on en connaît, et puis cette capacité à donner les outils pour que ça soit très simple et tout simple pour tout le monde. Parce que quand on voit le bas de marché, parce que quand on parle de très grosses entreprises, on peut discuter avec qui on veut, on a des DSI, des CTO, des CI, etc. Puis quand on voit, l'IoT par exemple, la transformation des entreprises fait que tout le marché B2B dans tous les pays, ils vont devoir regarder comment ils vont modifier leur process industriel, etc. Et donc, il y a un tissu finalement d'entreprises auxquelles ils vont parler, qu'ils ont l'habitude de parler, qui les effraient pas. Et souvent, ils vont aussi s'appuyer sur des briques de nos GAFA, juste parce que c'est super simple. Et je pense que la leçon qu'il faut qu'on tire de tout ça, c'est qu'il faut qu'on arrive à rendre les choses très accessibles et à rendre des trucs finalement génériques mais accessibles à tout le monde, et en particulier aux gens qui font les métiers, parce qu'ils n'ont pas toujours des DSI, ils veulent comprendre comment ça fonctionne, ils veulent que ça soit simple. Donc oui, c'est des vrais concurrents, ça peut être aussi des vrais collaborateurs, et puis leur métier change aussi, eux aussi sont challengés, eux aussi ils se battent entre eux. Il voit aussi que les Chinois arrivent, donc ils ne sont pas dans un monde aussi calme et serein que ça, donc il faut savoir tirer aussi profit de leur stress. Monsieur Paris, un commentaire sur le sujet, je voulais y réagir là. Oui, c'est clair que ça peut être des compétiteurs. Je les vois plus comme des partenaires, moi, honnêtement, parce que effectivement, ils font émerger sur le marché des nouvelles technologies, évidemment. Je ne les vois pas sur le marché du conseil de proximité. Alors, du conseil de haut niveau, encore une fois, il faut trouver sa place, mais eux vraiment, c'est inonder le marché avec leur technologie. Ils ont besoin de partenaires comme nous, à mon avis, pour aller plus vite, pour faire que ça se mette bien en place. Et voilà, je crois qu'on est complémentaires, mais évidemment, comme toujours, c'est de la coopétition. On peut se retrouver en phase 2 sur un sujet, évidemment. Oui. Et l'intérêt, ce que vous évoquiez, M. Simon, c'est que justement cet écosystème de partenaires, si on le crée à un instant T, avec une problématique de marché T, elle peut évoluer dans le temps à 5 ans très facilement. Oui, d'ailleurs, si on regarde dans le rétroviseur, il y a 5 ans, le paysage concurrentiel n'était quand même pas tout à fait le même. Donc déjà, ça donne un bon point de repère. Donc si on essaie de se projeter dans 5 ans, il y a fort à parier qu'il aura bien changé. Parce que ce que je trouve intéressant derrière tout ça aussi, c'est que, parce que finalement, la question posée, c'était les entreprises de services numériques, quelle place dans l'économie en 2025 ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même une évolution, finalement. Vous avez mentionné le fait qu'il y a quelques années, la référence était les entreprises généralistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas vu de Capgemini, nous on s'est toujours finalement considéré plus comme des multispécialistes que des généralistes. Mais dans multispécialiste, il y a multi et il y a spécialiste. Spécialiste, c'est la capacité finalement sur un domaine qui peut être une niche plus ou moins grande, mais à être compétitif en termes de compétences, qualité, etc., avec les meilleurs du domaine. Multi, c'est la capacité derrière à savoir agréger ses compétences, soit en les amenant de façon complémentaire, soit en prenant un engagement de bout en bout. Mais je pense que c'est important parce que c'est comme une évolution de fond. C'est-à-dire qu'on passe d'un marché où on avait des entreprises qui se positionnaient plutôt comme des généralistes, aujourd'hui à un marché qui va plus là-dessus. Et donc, quelque part, l'évolution de l'écosystème qu'on vient d'évoquer est en ligne avec ça. C'est-à-dire que de plus en plus, il faut finalement être capable, pour répondre aux besoins du client, parce qu'on a dans nos métiers le même sujet que celui qu'on évoquait par rapport à des directeurs marketing. De plus en plus, ce qu'on nous demande, c'est quand même de nous engager sur un résultat. C'est ça qui fait notre facteur différenciant par rapport à des freelances. Donc derrière ça, on se doit finalement d'être capable de répondre en agrégeant les meilleures compétences et en étant capable derrière ça, en plus de s'engager. Donc les deux évolutions sont quelque part alignées. Alors on a commencé déjà à aborder la deuxième partie, hein, c'est-à-dire que vraiment la transformation de métiers, des modèles que vous avez mis en place en étant confronté à cette nouvelle concurrence. Vincent Rouex, quelle est chez vous la première transformation que vous avez mise pour vous adapter à ce nouveau marché ?
D'abord, nous, pour revenir sur ce qui a été dit, on a toujours été un multispécialiste, n'étant pas un acteur par rapport à un confrère mondial. Et notre stratégie a été toujours de garder cette proximité, intimité client, en se transformant de façon progressive, mais en gérant un sujet qui me semble un sujet majeur aujourd'hui, hein, la dichotomie entre ce qu'on appelle le digital, si tant est qu'il y ait une définition claire de ce qu'est le digital, et nos interventions auprès des grands comptes. Tout le monde parle de croissance à 2 chiffres dans le digital, mais on voit aujourd'hui que nous, on fait plus de croissance en volume sur la transformation des legacy systems de nos clients, qui représentent encore un élément important, je dirais, des budgets de nos grands clients et de notre stratégie de positionnement. Donc gérer ces deux mondes, c'est pour nous un sujet majeur, puisqu'il n'est pas question de les mettre en opposition, comme certains ont pu le faire, mais plutôt de travailler de façon conjointe, de façon à proposer des offres ou des propositions de valeur ou des offres de services ou des solutions qui fassent appel à cette double compétence et en conservant cette originalité pour, bien sûr, se démarquer des pure players digitaux ou indiens, en apportant cette capacité de compréhension des métiers, d'assembleurs d'innovation qui viennent de nos grands partenaires. Nous, les GAFA, sont clairement des partenaires, ou des startups qui travaillent dans les écosystèmes sur lesquels nous œuvrons. Et c'est dans ce modèle-là qu'on a une transformation importante, une conduite du changement qui est lourde à mener au niveau des équipes, hein, puisqu'on sort des modèles silos historiques des SS2I, et on a une orientation client, solution métier, qu'on pousse tous les jours avec cette recherche d'innovation en termes d'usage dans un environnement qui bouge et qui est en totale transformation lui aussi. Donc le legacy, c'est quelque chose qui n'est pas mort du tout, bien au contraire. Hein. Je crois que ça fait 40 ans, mais c'est aujourd'hui c'est notre vision. D'ailleurs, je crois que ça a été dit par un confrère de droite, son patron, c'est aujourd'hui ce qui fait, je dirais, une part importante de nos activités et qui, d'ailleurs, est en pression forte sur les prix, alors que la dynamique du marché, la dynamique des marges sur le digital, surtout en mode régie, est quand même beaucoup plus confortable. Mais à la taille de nos entreprises, je parle de la France pour nous, si on veut se comparer, l'impact des transformations des legacy, de la pression économique que nos clients exercent pour retrouver des marges de manœuvre sur le digital, pour servir les plus petites ESN du marché, est un sujet que nous devons gérer et nous considérons qu'à terme, on sera dans le retour sur nos investissements qu'on fait aujourd'hui, puisque ces grands clients nous ont demandé il y a quelques années d'investir sur la sécurité, d'investir sur un certain nombre d'industrialisations, en nous promettant des parts de marché significatives. Aujourd'hui, on voit bien que le jeu a un peu changé, et c'est normal et c'est la vie. Mais je pense que la convergence métier DSI arrivera, portée par la sécurité, portée par la recherche ou la nécessité d'avoir des outils ou des plateformes industrielles à un moment donné, et qu'on retrouvera un autre environnement, peut-être pas tout de suite, mais dans 3-5 ans, qui sera peut-être plus serein pour nous, en tout cas en termes de marge sur la France. Du coup, ça pose quand même un problème en termes d'industrialisation, parce qu'on est en train d'expliquer qu'on travaille dans des mondes silotés, qu'on essaie de désiloter, qu'on essaie d'avoir des démarches. Alors, je vais utiliser un mot-clé, attention, un DevOps, une approche DevOps agile, voilà, tout simplement. Et du coup, tout cela, c'est pas un peu contradictoire ? C'est effectivement des forces contradictoires, et c'est bien le challenge qu'on a aujourd'hui, enfin en tout cas pour les gros acteurs, de faire évoluer nos équipes en respectant d'ailleurs les profils de carrière et les évolutions, en respectant et en tenant compte du marché, hein, l'attractivité des clients, l'attractivité des petites sociétés, des startups aussi, sont autant de sujets qui viennent perturber cet environnement, mais je crois que tous les efforts que font les acteurs de notre taille sur la France et en Europe pour se transformer, donner une meilleure image, répondre aux exigences des nouvelles générations, sont des sujets porteurs et qui doivent, si on sait mettre du collectif, du sens au projet d'entreprise, en s'orientant sur des solutions métiers et en essayant d'apporter non pas uniquement la technologie pour la technologie, je crois qu'il y a un vrai challenge à relever, qui est compliqué, c'est vrai, mais c'est aussi compliqué chez nos grands clients. Monsieur Regal, un commentaire là-dessus ? Non, moi je reviendrai déjà au titre de c'est en 2025, c'est dans super longtemps. Hein, donc c'est dans 7 ans et il est extrêmement difficile aujourd'hui. Revenons 7 ans en arrière en 2011, je pense qu'il y a déjà des thèmes qu'on aborde ce soir qu'on ne voyait pas en 2011. Deuxièmement, je pense que la concurrence va être beaucoup plus forte que ce qu'on peut imaginer.
et moi, de nouveau, je le vois par rapport, je ne sais pas qui commençait à évoquer les conseils en stratégie. Aujourd'hui, les grands acteurs, les McKinsey, les BCG, les Bain, sont en train de manière massive d'investir, et il s'avère qu'on a la chance, nous, de travailler beaucoup avec ces gens-là, parce qu'ils font tous nos due diligence. Ils investissent de manière massive sur des choses, ils investissent dans de l'IP, McKinsey. Enfin, on va revenir sur l'IP après. Bah ouais, mais c'est une concurrence. C'est une concurrence. Ils descendent un peu dans la chaîne de valeur. Deuxièmement, chez le conseil, on parle de transformation digitale, mais aujourd'hui, c'est amusant de voir que le retour en grâce du conseil, alors je ne parle pas du conseil en management, je parle du consulting, fut une époque où CAP, il y a 15 ans, vous aviez racheté du conseil, ça a été un petit peu compliqué à une époque. Aujourd'hui, les clients vont vers des sociétés de conseil parce que tout ce qui va toucher à la transformation digitale, ils ne savent pas trop par quel bout le prendre. Et avant d'arriver à une réalisation, ils vont chercher du conseil. Ça veut dire que si vous arrivez à être placé en amont, vous avez une chance d'être bien placé vis-à-vis de vos clients. Donc ça, c'est une concurrence. Les startups, Vincent, tu l'évoquais, il y a aujourd'hui des startups qui arrivent, il y a des sociétés jeunes qui arrivent avec beaucoup d'innovation. Moi, je me dis, d'ici 7 ans, on parle de 7 ans, l'environnement concurrentiel pour les ESN aura dramatiquement changé avec tous ces acteurs qui sont des petits, très pointus, très bons dans l'IoT, on l'a évoqué, dans l'open source. Les grands du conseil en stratégie qui vont débarquer, qui sont en train de débarquer, qui sont en train d'investir de manière massive et qui vont descendre un peu dans la chaîne de valeur, qui vont amener un peu d'IP, des startups qui ont de l'IP. Enfin, je pense que l'environnement va être un peu violent si on se met à 7 ans. Voilà. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Paris? Oui, complètement. Et donc les dinosaures, puisque vous avez dit oui, dinosaures, il va falloir qu'ils aillent vite là. Hein. Donc, ce qui est important, c'est de voir comment justement les fondations se créent pour pouvoir préparer l'avenir. Voilà, du coup, vous en êtes où vous, dans votre transformation vous-même là, parce que elle est partie sur tous les sujets. C'est très difficile en 5 minutes de vous dire la transformation qui fait qu'on va passer, on bouge tout. Si j'en retenais 2 essentiels, je ne vais pas vous surprendre, je pense. La première, c'est la transformation de nos offres, et la deuxième, c'est la transformation de nos ressources humaines et de nos modes de management. Sur les offres, on l'a dit, évidemment, il faut être à la pointe, sinon c'est pas possible, de toutes les technologies qu'on a abordées depuis tout à l'heure. Ça veut dire quand même beaucoup de choses, hein, avoir des leaders, être toujours à l'état de l'art, c'est pas simple. On a l'avantage, on le disait, Vincent l'expliquait, d'être sur les legacy de nos clients. Ils ont une demande énorme là-dessus. Non seulement de baisser les prix, mais pas tellement. C'est pas la priorité première qu'ils nous fixent, c'est de les rendre digitaux. Leur gros sujet, c'est celui-là, c'est de dire, moi, aujourd'hui, j'ai des super systèmes au périphérique extraordinaires, mais oui, mais j'ai mon gros truc en centre, là, lui, il n'a pas bougé. Et leur gros enjeu, c'est le plus vite possible d'arriver à transformer ça. Et là, on a une position évidemment extraordinaire, puisqu'on est dessus. Donc, à nous de transformer l'architecture pour la rendre digitale. Et puis, je crois que sur les offres, ça a été dit, la composante globale, end-to-end, elle est clé. Soit on est un acteur de niche à la pointe sur un sujet, soit la valeur ajoutée, pour moi, elle est sur la capacité d'adresser le global et de s'engager. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, la valeur ajoutée, c'est ça que oui, c'est-à-dire qu'on part du conseil en très amont et on va jusqu'en bas, jusqu'à l'exploitation, jusqu'au BPO, BPS, et on prend un engagement. Ça, c'est une valeur ajoutée, de plus en plus. Alors quand on décline ça, c'est monstrueux, parce qu'on comprend bien, il faut développer du conseil, très bien. Il faut développer de l'expertise sur l'intégration, sur l'infrastructure, pousser du cloud, etc. Ce qui est très difficile, c'est de faire travailler tout ce monde-là ensemble quand même. On comprend très bien le sujet, ça peut marcher de façon exceptionnelle sur certains projets, mais enfin, j'ai plein de confrères dans la salle. Je crois que la grosse valeur ajoutée qu'on peut apporter, c'est d'arriver à faire ça. Que ça ne soit pas un hasard parce qu'un projet marche, mais un système qui fait que les gens ont envie de bosser ensemble, comprennent le métier de l'autre. On a beaucoup de sujets, si vous voulez, d'approche globale, particulièrement le conseil. Tous les consultants ne sont pas prêts à rentrer dans cette démarche, hein, je crois. Marie-Noël, je crois que justement, pour pouvoir travailler globalement et faire vraiment collaborer tout le monde chez Orange, il y a deux choses qui sont importantes. Quand on va voir, alors nous, on n'est pas multispécialistes, on est mono-spécialiste, mais comme on est sur la transformation digitale, le voyage de la donnée de nos clients et la capacité à offrir quelque chose, forcément, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent parce que ça touche tous les processus de tous les clients, donc ça résonne en fait de façon assez large. Et le fait de dire qu'on offre qu'on a une valeur ajoutée qui est différenciante parce qu'elle est globale, c'est de dire finalement,
on va offrir aux clients la capacité à collecter, stocker, transformer, etc. ces données. Et donc, on met des briques métiers à nous qui vont se mélanger avec des briques métiers à eux, et on dépasse clairement le cadre juste de dire on va vous construire, de vous donner du conseil, ce qui n'était pas du tout notre métier avant. Mais finalement, nous, on a quelques briques technologiques qui sont des enablers qu'on va mettre à sa disposition. Et lui, il a besoin de prendre ça pour lui et de regarder comment il modifie ses propres ressources. Et donc, on rentre aussi dans ce monde des data, du soft, d'une façon un peu détournée. Et là, une des questions qu'on se pose avec eux, et d'ailleurs avec nous, vous parliez d'agilité et de DevOps. Le DevOps, c'est pas facile à faire avec... Enfin, du DevOps, dans une compagnie, c'est déjà pas simple. Parce que nous, on en fait un petit peu, modestement, du vrai, mais pas beaucoup. Et alors, du DevOps avec des tiers parties, avec des partenaires, etc., c'est encore plus complexe. Parce que le DevOps, c'est quand même avoir les mêmes gens dans une même pièce avec ses runners, etc. Et ça, c'est pas des choses qu'on fait facilement. C'est pas dans nos processus. Et donc, c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à faire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on fait pas beaucoup de DevOps au sein d'une même compagnie. On fait encore moins de DevOps multi-entreprise. Donc, c'est des choses qu'il va falloir apprendre à gérer. Jérôme Siméon, est-ce que du coup, juste cette approche de désilotage et également cette approche de on travaille en collaboration avec d'autres, y compris, je dirais, du coup à l'étranger, on parle d'offshore souvent, est-ce que c'est quelque chose qui a été accentué, d'autres plateformes ont été mises en place pour pouvoir réaliser ça au maximum? Oui, d'abord je voudrais revenir 2 secondes, parce qu'une table ronde où on est tous d'accord, c'est pas drôle, donc mettre un peu d'animation. En fait, je partage pas complètement le coin, parce que moi je vois ça plutôt comme une formidable opportunité. Les métiers du conseil chez nous ne se sont jamais aussi bien portés. Sur l'intégration de systèmes, alors qu'on a une position, on est dans les leaders du marché pour pas créer de polémique, on a une croissance qui est 2 fois supérieure à celle du marché. Donc je pense que pour des sociétés comme la nôtre, c'est une formidable opportunité, pour les raisons qu'évoquait Vincent Paris, qui est qu'à un moment donné, le positionnement de société pour la nôtre, c'est effectivement un peu différent de la table ronde qu'on a vue avant, au sens où, enfin, tout moi, les clients que je vois, et j'en vois beaucoup, ce qu'ils attendent de nous, c'est un engagement de résultat sur tout ou partie de leurs problèmes. Et donc, in fine, cette capacité à apporter cet engagement, c'est la capacité à intégrer des problèmes complexes. Notre métier s'appelait les intégrateurs dans le temps. D'une part, c'est aussi, bien sûr, une capacité contractuelle à s'engager. Mais ça va plus loin que ça, parce que c'est aussi la capacité à faire un certain nombre d'investissements dans la durée. Donc, je pense qu'il y a une complémentarité entre tous ces éléments. Donc, une fois que j'ai fait cette petite digression par rapport au point précédent, j'ai aussi le sentiment que notre industrie, parce qu'on peut parler, ou notre secteur, je ne sais pas comment il faut l'appeler, est en train de vivre une mutation profonde et passionnante qui prépare l'avenir. Je fais souvent moi le parallèle avec ce qu'on a vu dans l'industrie automobile dans les années 70. Mais il ne faut pas oublier que tout un pan de nos métiers a été complètement bouleversé. Et on a évoqué donc toute la partie bouleversée par le SaaS, le cloud, le digital. Il y a aussi toute la partie qui a été bouleversée par l'industrialisation. On est quand même passé sur tout un pan de nos activités. C'était rappelé tout à l'heure. Pour un groupe comme Capgemini au niveau mondial, mais on peut le faire le ratio au niveau de la France, c'est le même. On a 40% de nos activités qui sont aujourd'hui dans le digital, le cloud, mais on en a toujours 60% effectivement qui sont sur des sujets plus traditionnels. Je dirais de ce qu'on appelait dans le temps les ERP, de legacy. C'est pas forcément de la maintenance, hein, ça peut être du build, d'intégration de systèmes assez complexes. Quand vous intégrez les satellites, la galaxie de satellites Magellan, vous faites le contrôle sol de ces trucs-là pour que les miroirs soient correctement alignés, c'est partie des choses qu'on sait faire. C'est pas du cloud, qu'on le veuille ou non. Ou la maintenance des systèmes de l'aviation civile qui fait que vos avions ne s'écrasent pas, parce que entre le moment où vous faites le développement et le moment où vous faites la mise en prod, il y a 10 ans, toutes les évolutions technologiques qui va derrière, c'est pas du cloud. Donc ça existe aussi, et encore, il faut savoir faire les deux. Mais donc derrière tout ça, il y a eu aussi un énorme changement dans nos métiers d'industrialisation. Et ça n'est, je pense, que le début. C'est-à-dire ce qu'on a vécu, alors ça a été apporté par la pression des clients qui voulaient des gains de productivité, mais parler de productivité dans nos métiers il y a 10 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Ça a été amené aussi par l'influence des acteurs offshore qui nous ont bousculés. Mais ça n'est que le début. Si on regarde vers 2025, finalement, les technologies que nous intégrons pour nos clients ou que nous vendons à nos clients, en fonction de notre positionnement sur le marché, vont aussi complètement bouleverser nos métiers à nous. Quand on parle d'intelligence artificielle,
L'intelligence artificielle, par exemple, va avoir un effet important sur nos métiers. On parle d'industrialisation, à travers, aujourd'hui, on voit bien au travers de sujets comme ce qu'on appelle l'automation, sur la façon de produire de façon plus industrielle, ces métiers-là sont en train de commencer à avoir un impact. Pas tellement de sujet en France. Si vous allez en Inde aujourd'hui, ils ne parlent que de ça. Parce qu'en fait, ça fait juste 40 ans qu'ils sont en croissance comme ça, et pour la première fois de leur existence, ils réalisent que peut-être ils vont se retrouver en termes de nombre de personnes, je ne parle pas de volume d'affaires, mais de nombre de personnes sur une industrie où la main-d'œuvre va décroître en volume. Ça va changer la façon dont on code. Ceux d'entre nous qui ont commencé à s'intéresser à ce sujet, aujourd'hui, avec l'IA appliquée à nos métiers, on commence vraiment à changer fondamentalement aussi la façon dont on développe. Donc ça, aujourd'hui, alors c'est peut-être un peu tôt pour que ça se voit, mais si on se projette à 2025, ça aura aussi fondamentalement changé la structure de la manière dont on délivre et la structure de nos PNL, enfin de notre structure économique. Donc on est à un moment qui est super intéressant parce que finalement, on est en train de vivre une très belle révolution de notre secteur. On le voit tous les jours. Moi, mon patron aussi d'ailleurs, on est au moins deux à avoir le sentiment qu'on est au début de ce truc-là. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez passionnant, si on se projette à 2025. Et donc, ça ne sera pas la mort des ESN comme nous, ça ne sera pas la mort d'ailleurs de ceux qu'on a vus avant non plus. On est juste en train de construire quelque chose qui va s'emboîter. Oui, une forme de mutation, en somme des modèles, etc. Alors, du coup, si je comprends bien, aujourd'hui, il faut quand même asseoir la valeur de tout cela. Et parlons du conseil, par exemple. Aujourd'hui, la transformation numérique est extrêmement ramifiée d'un point de vue technologique. On a du mal à construire des systèmes. On ne sait pas trop quel partenaire choisir. Du coup, on sait que ça peut très bien marcher un rôle d'intégrateur. C'est pas ça le problème. Mais du coup, en amont, la phase amont doit être déterminante pour les entreprises. Donc aujourd'hui, l'idée de comprendre où est le conseil et où est-ce qu'on va dans le conseil, est-ce que du coup, il n'y a pas une progression à avoir pour les ESN traditionnels et une forte valeur ajoutée par rapport aux autres concurrents, plus acteurs des niches. Monsieur, excusez-moi, ça c'est très clair. Si on n'a pas un conseil très fort, pour moi, il n'y a pas d'issue. Après, je l'ai dit, pas n'importe quel conseil qui s'intègre avec les autres métiers du groupe. C'est la façon de monter en valeur, c'est l'adressage métier. Ça ne se limite pas à ça. Évidemment, les autres métiers doivent aussi bouger, mais c'est le fer de lance. Pour moi, très clairement, le conseil, il n'y a pas de question dessus. On pousse. Monsieur Rouex. C'est clair, soit la conseil en transformation digitale en tant que telle, soit la compétence métier ou la connaissance qui viennent des solutions que vous pouvez éditer. Donc sur ce thème-là, clairement, Gilles l'a dit, les cabinets de stratégie ou de conseil descendent, et je pense que nous devons nous structurer de façon plus efficiente sur cette approche-là pour être le business partner de nos clients. Donc est-ce que ça veut dire du coup que dans les années à venir, on va assister à des rachats par les ESN de sociétés de conseil ultra spécialisées, justement pour gagner soit en compétences, soit en conseil justement en amont. Monsieur Riel, vous avez... Je ne sais pas si les ESN vont le faire. Je peux dire que je parlais, nous à Pax, il y a 2 mois, moi je viens de racheter la plus grosse société de conseil en transformation digitale italienne. Ce n'est pas une très grosse société, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça croît à 20%, organique. Bon, donc nous, notre métier, c'est d'acheter et d'investir dans des sociétés, c'est qu'on y croit. Première chose. Deuxièmement, on revient, et je pense que l'émergence de nouvelles concurrences ne veut pas dire que vous allez ne pas réussir. Ça veut dire qu'il faut se transformer et réagir. Et si je pense que même des nouvelles concurrences, elle est très bénéfique elle est bénéfique pour vous. Donc on n'est pas forcément en désaccord. Mais il y aura une nouvelle concurrence. Et le conseil, et je reviens au risque des gens qui sont en conseil en stratégie, qui descendent vers des couches de conseil qui sont plus les couches sur lesquelles vous intervenez. Il faut quand même savoir que ces conseils en stratégie, les grands acteurs, ils sont en relation directe avec les CEO. Par définition. D'accord ? Et donc, moi je dis, je ne sais pas, mais vous êtes déjà équipés, mais équipez-vous encore mieux sur ces couches de conseil pour ensuite être bien en frontal éventuellement, parce que vous serez plus en frontal qu'en partenariat. Le monde de la coopération, de la compétition, c'est bien, mais à un moment donné, dans ce monde de la transformation digitale, vous allez être en frontal avec ces acteurs. Voilà. Vous avez quand même une très grosse surface en termes d'équipe, de savoir-faire, d'intégration, de déploiement.
eh bien, il va falloir aller un peu plus haut, je pense, dans la chaîne de valeur par rapport à ce que vous faites aujourd'hui pour arriver à continuer à délivrer votre service. Donc je maintiens mon point, vous allez avoir plus de concurrence, elle va être bonne, et voilà. C'est vrai, c'est un commentaire. Juste une petite réaction, parce que on se connaît bien, mais j'ai les cheveux gris, ce qui me vaudra peut-être d'ailleurs de ne pas avoir 2025, je suis peut-être en retraite, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on nous promet de mourir. Et je crois que s'il y a bien une caractéristique des SS2I devenus ESN, c'est la résilience et la capacité d'adaptation. Et ce qui a été dit dès le début, je crois que le focus qu'on a su, enfin, ce qu'on a su démontrer, c'est que le focus client, la capacité à accompagner nos clients, et nos futurs clients d'ailleurs, à se transformer, à être agile. Depuis, moi j'ai un souvenir, quand les Indiens sont arrivés, j'étais en 2006, je crois que j'arrivais chez GFI, on m'a annoncé la mort de GFI, on faisait 500 millions, on va faire 1,5 milliard. Bon, on a su s'adapter, et je crois que c'est la qualité essentielle dans un monde où on doit être ensemblier ou assembleur externe, interne, qu'on doit conserver, c'est cette agilité, cette capacité à se projeter et à faire face aux évolutions des écosystèmes et des modèles industriels. Donc je suis assez optimiste. Oui, je vois ça. De nouveau, l'arrivée de la concurrence ne veut pas dire que vous allez moins. Ça veut dire qu'il faut se remuer, si je veux le dire de manière simple. Mais les business models des ESN, aujourd'hui, sont des business models qui vont durer. En 2025, on fera vous ferez la même conférence. Bon, nous n'y serons pas non plus pour les mêmes raisons, mais vous ferez sur 2032. Et donc, mais ça va très vite, ça va très très vite. Et nous, on le voit, et moi je le vois dans toutes les meetings que je peux avoir, et j'ai la chance de voir avec des dirigeants, des entrepreneurs en Europe, ça va très très vite. Mais Vincent, pour le dire simplement, j'ai eu la chance d'être actionnaire de GFI pendant de nombreuses années. Et donc la transformation, tu l'as menée, Vincent, il va falloir continuer à en mener, et c'est ce que tu fais. Mais il y a des nouveaux acteurs qui vont arriver. Les Indiens, les conseils en stratégie, c'est pas les mêmes acteurs. Est-ce que du coup la propriété intellectuelle fait partie de ce nouveau schéma à terme, Monsieur Paris, peut-être un commentaire sur... Très clairement. On ne va pas tous redévelopper depuis zéro pour un client en fonction d'un nouveau sujet. C'est quand même encore beaucoup trop le cas. Et je rejoins complètement ce que vous disiez tout à l'heure. Là. C'est un très bon moyen pour attirer et attacher les collaborateurs dans l'entreprise. C'est très compliqué, on en parle depuis que je travaille, ça aussi, ce truc-là, de réemploi, etc. Je crois que là, on y est. Et donc, c'est une façon de travailler autrement, avant de foncer, regarder ce qui existe, que ce soit de l'open source, que ce soit des plateformes qui existent en interne et qu'on peut réemployer. La différence se fera en partie là-dessus, j'en suis convaincu. Il y a ceux qui sauront faire ça et puis les autres. Et c'est quelque chose de compliqué, mais je crois que c'est maintenant. D'accord. Monsieur Siméon, vous partagez ce point de vue ou l'édition versus le... Oui, enfin, je partage le point, avec d'ailleurs des stratégies différentes et des formes différentes, parce que ça peut se faire sous des formes diverses. Ça peut se faire quelque part en prenant un positionnement d'éditeur, qui est un choix qu'a fait Sopra, que n'a pas fait Capgemini. Ça peut être fait sous une logique de plateforme, qui est le choix que nous avons plutôt fait nous au travers de nos activités portées par notre filiale Prosodie ou certaines activités Capgemini. Enfin voilà, c'est assez protéiforme. Mais oui, la tendance de toute façon va être de plus en plus à essayer de faire de reuse et de capitaliser. Là aussi d'ailleurs sur des modèles de compétition, parce que je crois que c'est Mehdi qui parlait de JV tout à l'heure. C'est intéressant parce qu'on voit des clients qui nous sollicitent aussi de plus en plus effectivement sur ce type de sujet, mais avec ce débat de l'IP qui arrive tout de suite de façon centrale. Donc c'est quelque chose qui, je pense, va être dans les évolutions qu'on verra entre maintenant et 2025. Justement, vous évoquez le recrutement et l'attrait donc des développeurs pour cela. Alors du coup, Marie-Noël, vous, question recrutement, on conserve nos ressources en interne, on essaie de les faire évoluer aujourd'hui. Est-ce que vous avez un plan très stratégique en place pour justement pouvoir absorber la fuite de talents vers l'extérieur Ça a été dit sur la table ronde précédente, et c'est vrai que les boîtes un peu plus historiques ne sont pas forcément les plus attractives en sortie d'école. Et donc il faut qu'on aille regarder qui on est capable d'aller chercher, pourquoi on est capable d'aller les chercher et comment on est capable de les retenir. Je pense qu'un des éléments très forts, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs, et c'est un vrai sujet, un des éléments très forts, c'est qu'effectivement il faut donner du sens. Quand on dit qu'ils choisissent des projets, c'est qu'ils ne vont pas faire une techno pour une techno, ils ont envie de travailler pour les smart cities, ou ils ont envie de travailler pour un stade connecté, ou ils ont envie de travailler pour la transformation du e-health, enfin voilà. Et donc ils ont vraiment besoin que le truc soit explicite, porteur de sens, qu'ils aient un degré de liberté,
qui soit capable d'avoir accès à pourquoi on fait comme ça, comment on fait, pas forcément de décider. Hein. Donc c'est surtout cette capacité d'interpellation qui est choquante. Ils demandent pas de, ils veulent pouvoir poser la question pourquoi on fait comme ça. Et il faut qu'on soit à l'aise pour donner la réponse. Alors après, on va recruter, on a effectivement des sujets de nombre. Alors après, ça dépend des domaines. En cybersécurité, sans doute plus que dans d'autres domaines. Enfin, les choses sont quand même hétérogènes. On a en Europe quand même beaucoup de pays où il y a des super bons. Et dans le monde aussi, mais il faut qu'on continue à faire du recrutement. Et puis, il faut qu'on ait des gens qui soient diversifiés pour avoir des mix entre le métier et l'IT. Voilà. Il ne faut pas qu'on ait des gens qui soient tous pareils. Voilà. Donc, et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on peut aller chercher des gens qui ont d'autres métiers, on peut aller chercher des gens qui ont d'autres cultures, on peut aller chercher, voilà. Et il faut un peu plus de diversité, ce qui est une catastrophe généralisée. Monsieur Wex, est-ce que vous avez une approche alors diversité, très bien, c'est effectivement extrêmement clé là-dessus. Est-ce que pour pouvoir préserver les talents, en attirer de nouveaux sur des nouvelles technologies, est-ce que vous avez mis en place quelque chose, un programme particulier pour les séduire tout simplement? Je crois que tout le monde en a un certain nombre d'actions diverses et variées, hein, qui va de la mise en place d'un happiness officer qui s'occupe effectivement d'innover dans les processus de recrutement, mais aussi des sources de sourcing très différentes. Nous, on a la chance d'être très présents en région, et donc en étant un acteur local des industries et des écosystèmes universitaires et de formation, on est capable d'être plus proche et d'attirer des profils. On fait appel aussi à des ressources externes, la Tunisie, ça va faire plaisir à Mehdi, mais d'autres pays, Roumanie, Pologne, Portugal, donc un réseautage de toutes nos filiales, une capacité à gérer la mobilité interne, la réinsertion. Hein, on a 250 PE aujourd'hui, je crois, sur la France. Et donc, et bien évidemment, vous le disiez, c'est aussi l'ADN de l'entreprise et la culture de nos managers qui sont la vitrine de la société et qui sont, même si on utilise tous les moyens digitaux et les réseaux pour recruter, l'interface humaine et le projet d'entreprise, le sens qu'on peut donner dans les relations qu'on a avec les collaborateurs et les nouveaux sont autant de sujets qui favorisent le recrutement. Et globalement, on arrive, alors on est aidé aussi par notre activité, on est un peu comme Sopra, on a une activité progicielle hein, qui est beaucoup plus stable, donc on a des taux d'attrition qui sont assez maîtrisés, autour de 17%, alors qu'on a sur certaines activités comme la banque d'investissement des taux à 30%, donc c'est aussi ce mix d'activités qui permet de proposer des plans de carrière, de proposer, je dirais, des cursus qui soient plus attrayants et plus en adéquation avec les attentes des jeunes. Plus de mobilité, plus de flexibilité, même si le code du travail n'est pas tout à fait adapté. Ça nous crée quelques difficultés avec l'inspection, mais on essaie de prendre des libertés pour s'adapter à ces attentes. Un commentaire sur ce sujet? Oui, je crois que globalement, ce sujet-là, quand même, il relève de la qualité de notre management. Il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai parce que tout ce qui a été dit est vrai, mais quand même, je vois des entités où il y a très peu de turnover et où on recrute très bien, et d'autres où on m'explique ça en amplifié. Et quand on creuse, quand même, ça revient à la qualité de nos managers, et ça, je crois que c'est là-dessus aussi que les différences se feront. C'est très compliqué comme boulot, de plus en plus. Après, ce sont des mots, on peut dire, voilà, moi je donne du sens plutôt que des ordres, je motive plutôt que je dirige, vous voyez, je responsabilise plutôt que ce que je contrôle. Mais est-ce que c'est vraiment le cas tous les jours? Et je crois que c'est ce qui a été dit, mais on a quand même, je crois qu'il faut se le dire, un axe de progrès très important sur les années à venir. La formation doit être revue complètement, avec les enjeux qui sont les nôtres, la transformation de nos métiers. On doit faire mieux. Je crois qu'on doit faire mieux, et tout ça, tant mieux finalement, ça va se jouer sur la qualité du management de chacune des entreprises. Monsieur Siméon. Moi, c'est clair que le sujet RH est l'un de ceux qui m'empêche de dormir quelque part. Alors après, dans l'ordre, c'est pas le recrutement en premier, c'est la rétention. Pas la rétention de tout le monde d'ailleurs, mais la rétention de ceux qui nous intéressent le plus. Vous en laissez filer quelques-uns oui, on aime bien en laisser filer quelques-uns. On est assez sélectif. La sélectivité a quand même quelques vertus. Mais le sujet numéro 1, c'est la rétention, effectivement. Donc c'est d'être capable de proposer à la fois effectivement de s'adapter aux nouvelles demandes, mais c'est aussi la capacité de poser un projet, on parlait de sens, mais qui parle aux différentes populations.
la demande n'est pas uniforme. Moi, j'observe avec le temps qu'il y a des gens dans l'entreprise qui sont là parce qu'ils ont envie de faire une carrière, il y en a toujours. Il y a des gens là qui ont envie de bosser avec une équipe, ce qui est une marque de fabrique assez capgéminienne, mais pas que, mais il y en a toujours. Il y a des gens qui sont là pour l'entreprise, puis il y a des gens parce qu'ils ont envie de changer le monde. Je caricature un peu, mais en gros, j'en ai un quart, statistiquement, là, sur l'ensemble de la population. Et donc, il faut avoir une offre qui permet de répondre à ces différentes demandes et qui, en plus, change sur les générations. Donc, nous, le chantier numéro 1, c'est sur la rétention. Ensuite, il y a bien sûr le recrutement avec la capacité, à attirer des talents, mais je dirais comme tout le monde. Diversifier aussi nos sources. On a plein de choses qui ont été évoquées, école numérique, Simplon, les POI avec Pôle emploi. Enfin, tout ça, on a pas mal de choses dessus. Néanmoins, là aussi, je rejoins ce qui a été dit par Vincent Paris, c'est que finalement, la meilleure manière de retenir les gens ou de les attirer, c'est d'avoir les bons managers au bon niveau. Donc ça reste un maillon essentiel de notre métier. Et puis, dernier élément, qui a été mentionné aussi, mais c'est effectivement la formation. Qui est quelque chose qui, il y a quelques années, je ne sais pas chez mes concurrents, mais en tout cas était devenu chez nous, c'est vieux maintenant, mais il y a 5-6 ans, une variable d'ajustement économique, qui aujourd'hui non seulement est très loin d'être une variable d'ajustement économique, mais quand je regarde les lignes d'investissement sur lesquelles on a complètement changé la donne ces dernières années chez Capgemini, la formation en fait partie. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, le poste sur lequel j'ai la plus grosse inflation budgétaire, sur laquelle je laisse filer quelque part de l'inflation, c'est là. C'est pas sur les salaires, paradoxalement, c'est sur la formation. Et ça, c'est un truc vachement important, parce qu'avec tout ce qui a été dit précédemment, c'est aussi comme ça, d'abord, qu'on sait fidéliser les collaborateurs qui en ont envie, mais c'est aussi comme ça qu'on répond aux demandes de nos clients. Vous voyez un truc que Serge Kampf, qui est quand même la référence chez nous dans la maison, a dit, c'est que dans ce métier, pour réussir, il faut aimer ses clients et ses collaborateurs. Et je pense que c'est les deux choses fondamentales dans ce métier. Donc investir sur ses collaborateurs, ça ne fait pas de mal. Très bien, merci à tous. On va peut-être procéder à quelques questions si on a dans la salle. Avez-vous des questions? On a plein de questions. Ouais. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Donc, j'ai déjà posé une question tout à l'heure. Je suis du CFA AFIA. Donc, nous, on a été créé, on est un CFA d'entreprise par des dinosaures. Donc, je vous remercie beaucoup, puisque certains parmi vous sont parmi nos membres fondateurs et à notre conseil d'administration. Donc nous, on existe depuis 25 ans et on essaye d'accompagner les entreprises qui nous ont créés dans ces évolutions-là. On a aussi Microsoft et d'autres concurrents. On est comme vous, en pleine évolution et on a des nouveaux concurrents. Et on aimerait bien réussir à vous réunir parce qu'effectivement, on a la problématique aussi de se dire comment on peut faire des choses transversales et répondre aux besoins des différentes entreprises. Et j'en profite pour vous demander, puisque vous êtes tous là, les formations aujourd'hui qui pourraient vous convenir, orientées métier, orientées management, sous quelle forme elles pourraient être. Voilà, j'en profite pour vous poser la question pour savoir comment vous accompagner au mieux, parce qu'on essaye aussi d'être agile et de se dire, les compétences de demain dont vous allez avoir besoin, les nouveaux modes de formation, c'est quoi? Alors voilà, si vous pouvez en quelques mots me dire en quoi on pourrait vous aider, ce serait vraiment super. Merci. Marinol, vous voulez prendre la parole sur le sujet? Oui, en fait, c'est sympa. Non, je pense que la demande est très large. Donc, je pense qu'effectivement, il y a deux choses. Il y a la formation initiale, la capacité à faire des compléments, c'est-à-dire à prendre des gens tout au long de la vie et à regarder comment soit on est capable de les réorienter, soit on est capable de les garder chez nous. Parce que c'est ce que vous avez dit. Plus on va faire en sorte que quelqu'un va être formé, plus il a une capacité à partir, mais en fait, plus il reste. Dès qu'il sent qu'il ne va plus être bankable sur le marché, il part tout de suite. Parce qu'en fait, sinon, sa valeur va décliner immédiatement. Donc, il est urgent qu'il parte. Donc, plus finalement, ils sont formés, plus ils sont sereins. Donc, ils ne sont pas pressés de partir. Je ne dis pas qu'ils ne partiront pas s'ils ont une offre qui leur va bien, et ce qui est tout à fait logique. Mais en tout cas, ils ne perdent pas de valeur. Eux ne perdent pas de valeur sur le marché. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à faire des choses tout le temps. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit de la même façon assez agile dans notre capacité à travailler avec vous et qu'on regarde. Alors, ça dépend des entreprises. Qu'on regarde aussi comment on est capable de transformer les compétences qu'on a pour qu'elles soient
proches en fait de ces métiers de conseil, de ces métiers et qu'elles comprennent ne serait-ce que le vocabulaire. Enfin, comment on va parler. Nous, on a 3 niveaux en fait dans notre grande transformation. On a des ingénieurs super bons, data analytics, IA, software, etc. Donc eux, c'est les pros et donc ils ont des formations spécifiques à leur métier. On a aussi beaucoup de métiers pour lesquels leur métier change, mais ils restent designers, ils restent architecte, il reste. Et un designer, en fait, il faut qu'il soit très, très, très agile dans tous ces métiers-là, parce qu'en fait, son livrable, il va l'exprimer finalement d'une nouvelle façon. Il ne va pas faire un PowerPoint avec plein de machins, sinon la probabilité que ça existe est nulle, que ça soit utilisé est nulle. Et donc, il faut qu'il s'approprie tous ces mots-là. Puis après, il y a toute l'entreprise qui doit parler le même langage, parce que c'est une grammaire commune, et que si on ne parle pas la même langue, on a à peu près 0 chance de se comprendre. Et donc, du coup, on peut avoir des formations qui sont effectivement dédiées sur des populations extrêmement spécialistes, puis on va avoir aussi des formations sur des populations qui le sont un peu moins, pour qu'elles partagent les mêmes domaines. Et la formation du manager est aussi quelque chose qui est très important, parce que les ingénieurs dans ces modes projet, dans le truc qui bouge tout le temps, là, vous êtes un peu habitués, peut-être que nous on l'était un peu moins. Il y en a quelques-uns qui sont perdus et qui nous disent, à part le gîte et le couvert, échanger la nappe, on voit pas bien, qu'est-ce que je vais faire. Dans le projet, c'est plus moi qui décide. Maintenant, il paraît même que c'est mon collaborateur qui va prendre la décision, donc là, je vois pas bien. Et en fait, il faut redonner effectivement la capacité à faire de lui le garant d'une excellence, à la fois de sens et de raconter une histoire, mais de garantir que c'est la compétence, la bonne, au bon moment, au bon endroit. Et donc tout ça n'est pas simple, et s'il ne fait pas ça, c'est tout qui s'écroule. Donc la responsabilité qu'il a est colossale, et il faut qu'on lui rende les rênes, sauf que finalement c'est presque ça qui est le plus compliqué. Et donc et pour certains managers c'est dur, parce qu'ils se réfugient quelquefois derrière autre chose, et quand on lui demande et quand on met en avant la partie la plus compliquée de son métier, il y en a qui excellent. Et il y en a pour qui c'est plus complexe et qu'il faut donc accompagner. Voire accompagner en revenant au métier en n'étant plus manager. Merci. Autre question ? Oui, bonsoir. Mathieu Sacresper, à Novran. Je voudrais aborder le sujet d'IoT, qui est un des marchés à gros potentiel et sur lequel, selon moi, les ESN ont du mal à jouer leur rôle d'accélérateur de l'adoption technologique par les grands groupes. On a parlé de l'amont, parce que ça amène la stratégie, du changement sur les process. Il y a l'aval, où on a parlé tout à l'heure de pouvoir déployer et fournir un maintien en conditions opérationnelles, installer des capteurs. Sur l'IoT, on s'éloigne de votre métier. Fournir une solution physique distribuée et maintenue, ça commence à être compliqué. Du coup, comment est-ce que vous voyez par rapport à ce sujet-là? Puisque si on parle de l'amont, vous avez la concurrence des conseillers en stratégie, et sur l'aval, vous avez la concurrence des sociétés de services industriels telles que les Engie, Dalkia ou filiales de FH. Donc comment est-ce que vous voyez votre positionnement de valeur sur l'IoT en intégrateur solution end-to-end? C'est Simon pour la parole. Pour moi, ce que je vais répondre, c'est un peu ce qu'on a exprimé sur d'autres sujets, pour le coup sur les deux tableaux, c'est une complémentarité. Je suis désolé, je vais prendre un exemple Capgemini, mais au moins ceux-là je les connais. Je vais prendre l'exemple du Grand Dijon dont on a beaucoup entendu parler, où il y a beaucoup d'IoT dedans. La partie informatique du Grand Dijon, c'est Capgemini qui l'a fait. Alors, il n'y a pas marqué en gros Capgemini sur la fiche, il y a marqué Bouygues Energy Services, il y a marqué Suez, il y a marqué un certain nombre de grandes boîtes, mais toute cette partie elle est construite et maintenue par Capgemini. Donc je pense que les ESN ont leur rôle à jouer, qui est leur rôle historique. Nous sommes au service de nos clients, nous ne sommes pas là pour nous substituer à nos clients, donc on fait notre boulot, c'est qu'on construit ces solutions, on les déploie, on les maintient pour le compte de nos clients, qui en l'occurrence sont les consortiums qui font ça. Je prends le cas du Grand Dijon, je peux vous le faire sur Valeo, sur Forestia, sur un certain nombre d'acteurs. C'est pareil, juste un complément. Je crois que tous, on a des références en IoT extraordinaires. Vivatech, d'ailleurs, il y avait beaucoup de références, des choses qu'on pouvait voir. Il y a quelque chose dont on a peu parlé, c'est la gestion de la donnée, très liée aux IoT. Je crois que là, on a un coup à jouer, parce que la compétition, elle va se jouer là-dessus pour chaque client. Maîtriser sa donnée, et c'est là-dessus que ça va gagner. C'est pareil pour les États. On parle de souveraineté numérique de plus en plus dès que vous ouvrez un journal. Et je crois que là, on a, nous, un avantage concurrentiel énorme, parce qu'on peut être le tiers de confiance. On n'est pas GAFA, on n'est pas américain, on n'est pas chinois. Et les clients et les administrations ou les organismes un peu étatiques auront de plus en plus besoin de partenaires de confiance pour les aider à exploiter ces données. Alors, pour répondre à cette question de différenciation, je crois que c'en est une forte qu'on peut avoir sur le marché.
Très bien. Je suis désolé, on n'a plus le temps pour une question. Désolé. Merci à vous tous. Vous pouvez les applaudir. Voilà, merci.